Tu fais pas des boîtes de série C, série B, IPO sur la base de hack. C'est pas vrai, ça n'existe Ouais. pas. Ouais, clairement, c'est de la product-led growth. On est vraiment dans cette mouvance-là. On a eu pendant très très longtemps et on l'a toujours un ADN très self-service. Plus on avait de clients, plus le produit était exposé et ça crée finalement un cercle un peu vertueux qui signifie qu'en 4 ans, en fait, on a eu 0 sales. Ça sous-entend aussi que tu vas avoir beaucoup d'importance donnée à une équipe grosse. Il va être responsable du ce que nous on appelle pré-sign-up et post-sign-up, où pour le coup, on est passé d'un modèle plutôt product-led sales environ. On avait que des clients petits jusque-là ou moyens, et puis tout d'un Ok. coup, on s'est mis à avoir des très très gros clients. On a vu la cohorte de clients en self-service devenir en fait une sorte d'antichambre des clients sales. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Pour rappel, le Gros Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le gros pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Et aujourd'hui, dans notre grosse keynote, on a le plaisir de recevoir Gilles Berthaud, fondateur de Livestorm. Salut Gilles. Salut, merci beaucoup de m'accueillir, c'est trop cool. Bah, avec grand plaisir. Voilà, pour la petite anecdote, bah, on va parler un peu de la fondation de Livestorm, de comment Ouais. ça a évolué au fur et à mesure. Bah, le webinaire est enregistré avec Livestorm, pour la petite anecdote. Peut-être, pour commencer, Gilles, comment justement tu présenterais Livestorm à quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler et qui n'est pas forcément familiarisé avec le concept? Ouais, bien sûr. Bon, en termes simples, Livestorm, c'est un espace de travail dans lequel, en fait, des équipes, donc c'est un outil métier vraiment professionnel, sur laquelle des équipes d'une société vont pouvoir en fait se réunir dans un seul et même endroit, toutes les formes de visioconférence qu'elles vont réaliser. Donc, ça veut dire des réunions à distance avec un client, ça peut être un webinar avec donc plutôt un séminaire en ligne, comme on dit en bon Mhm. français, jusqu'à 50, 100, 3000 participants. Ou ça peut être même du coup de la vidéo préenregistrée, comme on est peut-être en train de le faire là. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment un seul et même espace vidéo pour les professionnels, si je dois vraiment très simplifier la chose, quoi. Ok, ouais, bah, hyper clair. Peut-être pour revenir un petit peu justement sur la fondation de Livestorm, tu l'as créée en 2016, c'est ça? Exactement. Alors officieusement en 2015 quand on était à Ethic évidemment, mais la fondation même administrative de la boîte c'est effectivement 2016, en mai 2016 pour être précis. Et peut-être pour se replonger un peu justement dans cette création, enfin, comment tu t'es lancé dedans, quoi? D'où t'es venue l'idée? À quel moment tu t'es dit, ok, je m'investis dans ce projet parce que je pense que ça peut être porteur. Euh, Écoute, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. En gros, on est à Ethic à ce moment-là, donc l'école que tu connais bien, hein, qui est basée à Montreuil, et on est en dernière année avec mes 3 associés, on est 4 au total. Et moi, je les connais depuis déjà 2-3 ans. On a fait quelques projets ensemble, enfin comme le veut en fait la pédagogie à l'école, quoi. Et donc, c'est assez naturellement qu'on se dit qu'on va faire un truc ensemble, en tout cas pour cet examen final de dernière année. Et en parallèle, on fait tous des alternances. La mienne se déroule dans une start-up parisienne qui existe encore, qui est assez connue, qui s'appelle Mention, voilà, comme on le ok. prononce. Et il s'avère qu'à l'époque, je fais du coup du webinar. Donc en gros, c'est des sessions de 10, 20, 30, 50, 100 personnes parfois, sur Ok. lesquelles je présente le produit et je récolte des leads que ensuite je dois transmettre à mes commerciaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que bah, la vidéo de cette forme-là existe depuis assez longtemps sur Internet, mais qu'elle est Ouais. extrêmement vieillissante et qu'elle n'a pas trop bougé. Pour donner une anecdote, je passe beaucoup de temps en fait
à faire tu vois, tous les emails d'invitation, à les faire Ouais. vraiment from Ouais, ouais. scratch, tu vois, sur un Mmh. Mailchimp avec le template, machin, etc. Je connecte aussi, j'arrive pas à connecter en fait cet outil Webinar à mon CRM. J'aimerais bien faire autre chose que télécharger un CSV, le formater et Ouais, à ensuite chaque envoyer à fois, mes ouais. CC. Voilà. Et puis surtout, le gros pain point, c'est que je force en fait les gens à participer, mais en les forçant à télécharger quelque chose pour pouvoir vraiment rejoindre le truc. Ce qui fait qu'en fait, quand tu t'adresses à des gens qui sont à des banques ou des grands comptes, et Mmh. bah, ces gens-là n'ont pas le droit en fait de télécharger des trucs sur leur ordi. Enfin, Ouais. pas des trucs qui sont pas dans la liste, en tout cas des Ouais. softwares, voilà. Et donc, fort de ces 3 pain points, on décide de dire: «Bah, OK, on va faire un truc qui est plus simple». Simplement, on arrive avec une idée très candide qui est de se dire: «On va faire quelque chose de plus simple et à la fois qui s'occupe pas trop de la vidéo». On va essayer de se concentrer sur là où ça fait mal, c'est-à-dire en gros sur l'expérience autour de la vidéo en Mmh. elle-même. Donc on va essayer d'améliorer l'analytics, on va essayer de créer une intégration, avec un software en particulier, donc avec un logiciel. On va également mettre tout dans le navigateur et pour ça, on va, mettre à l'épreuve une techno qui venait d'émerger en 2015, donc qui existait déjà depuis longtemps, mais qui commençait vraiment à exploser, qui s'appelle le WebRTC, qui permet de faire, bah, du coup, de l'audio et de la vidéo, OK, ouais. dans ton navigateur. Donc à l'époque, c'était relativement nouveau, il y avait assez peu de ressources sur le sujet Ouais. et heu et voilà quoi, donc on décide de faire ce pari-là et j'ai envie de te dire 7 ans plus tard, on est là, quoi. C'est peut-être, justement quand tu as commencé à travailler dessus avec, tes associés, quelles ont été les grosses difficultés que tu as rencontrées au début, quand tu t'es lancé? Je pense que lorsqu'on s'est lancé, alors déjà, on n'a pas eu les galères habituelles que les entrepreneurs peuvent avoir, qui est de trouver, en fait, les cofondateurs. Moi, je les avais déjà. Ouais. J'ai pas eu les galères dire, de vie privée, vie pro, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on était, tu vois, alternants, pas de famille, pas de famille, pas de femme et d'enfants, j'entends, Ouais, ouais. mais tu vois, pas de dettes ou des choses comme ça, a priori, enfin, pas de grosses dettes, en tout cas, d'immobilier ou quoi que ce soit. OK, ouais. Et donc, en fait, on était assez libre comme l'air. Et en plus, il y avait tout un tas d'écosystèmes, d'outils qui nous permettaient de lancer des boîtes, assez facilement, tu vois? C'était le début de The Family, c'est le début OK, ouais. Mmh. de plein d'outils qui permettent de tu vois, de faciliter la création d'entreprises, voilà, donc c'était assez, en fait, on avait très peu de barrières à l'entrée. Ouais. La vraie, le le vrai truc difficile, ça a été de chercher le premier client. Le premier client, c'est même pas le premier client, c'est-à-dire les premiers leads, en fait. Ouais. OK, ouais. Et tu vois? Et tu y vas un petit peu, enfin, tu essaies de, comment dire? Bah, tu fais preuve d'imagination, tu y vas un peu avec les ongles et je sais pas, nos 100-200, enfin les quelques centaines de premiers leads, on y allait vraiment genre, tu vois? Call par call, OK, ouais. message Twitter par message Twitter, essayer de les ramener un par un et puis on a fait ce lancement et même ce lancement, en fait, ça a pas forcément débouché dans la foulée sur un client, c'est arrivé un petit peu plus tard OK. et c'est arrivé, d'ailleurs en je sais plus, en juin, je crois, en juin 2016, donc un mois OK. après la création de la boîte et je m'en souviens encore, c'était un lundi en après-midi et voilà, quoi. OK, ouais. Et une fois que tu as eu ce premier client, comment tu as réussi à avoir les autres? Est-ce que, il y avait une stratégie un peu de go to market ou des leviers qui ont mieux marché que d'autres? Ouais, alors, bah, la première chose, c'est qu'en fait, au début, c'est moins vrai parce qu'on a la Mmh. le volume est assez faible, mais on a la chance d'avoir un produit qui s'expose de par lui-même, tu vois? On Ouais. fait un truc en live, les gens s'inscrivent, participent au truc et en fait, ils ont plus ou moins une soft démo de ce que peut faire le produit. OK, ouais. Donc ça, déjà, de base, c'était un avantage incroyable. Aujourd'hui, même encore à date, on est, tu vois, à 10-15 de notre trafic qui vient, en fait, de nos propres, des webinaires de nos clients. Donc c'est quand même assez notable Et et est-ce qu'on peut, parler justement de product-led growth quand tu dis que là clairement, le ouais, ouais. ouais, ouais, clairement, c'est de la product led growth. On est vraiment dans cette mouvance-là. En plus, on a eu pendant très, très longtemps et on l'a toujours, un ADN très self-service. Donc en fait, OK. self-service, ça veut dire quoi? C'est les gens qui s'inscrivent et qui vont payer par carte bleue un peu à la Netflix et qui vont jamais Mmh. finalement nous parler. Donc on avait à cœur de réduire un minimum la friction pour qu'ils puissent rentrer sur le produit, le tester. Ils avaient, 1 ou 2 webinaires gratuits, je me souviens plus à l'époque et puis ensuite pouvoir payer et cetera Mmh. et hem et plus on avait de clients, plus le produit était exposé et ça créait finalement un cercle un peu vertueux. Donc ça a beaucoup joué forcément, plus un peu plus tard à moyen terme, pas forcément sur les premiers quoique, Mmh. mais ça en tout cas ça a joué
Et ensuite, on a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler, d'avoir trouvé un thread Quora, enfin oui, un forum Quora. En gros, Quora, comment dire, comment expliquer ça simplement? C'est un site de questions-réponses, Ouais. anglo-saxon, dans lequel en fait tu vas avoir des sujets. Donc, typiquement, il y avait un sujet, ou visioconférence ou webinaire d'ailleurs, je sais plus exactement. Et tu avais beaucoup de gens qui postaient des questions sur le sujet parce que c'était un sujet relativement nouveau, beaucoup moins en vogue qu'aujourd'hui. Et donc, beaucoup de questions sur c'est quoi la durée idéale, comment je dois l'organiser, comment je dois en faire la promotion, etc. Personne répondait. Mais du coup, je me suis chauffé de mes petites mains et tous les jours, je réalisais des posts ultra longs dessus. Je demandais OK. à mes potes de liker, et puis organiquement, ça prenait. Et de fil en aiguille, c'est devenu 20% de notre trafic Ah ouais. qui venait de ces forums-là. OK. Ça a duré un an et demi, un truc comme ça. Et puis après, ensuite, les concurrents s'y sont mis. Et puis après, ils ont cassé le game parce qu'ils ont commencé à automatiser les upvotes. Et puis du coup, bah, en fait, c'était plus pertinent. Et voilà, ça a viré au spam. Et le troisième truc et dernier qui a vraiment aidé aussi beaucoup, ça on le savait, c'était toute la partie SEO. On y allait de façon très, très candide en se disant, bah, en fait, on va juste poster des articles Ouais. et puis on va le faire en anglais parce que de toute façon, on a envie que la boîte soit perçue comme une boîte américaine. Donc on va tout faire en anglais. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a commencé à ranker sur Webinar Software, sur des trucs un peu. On voulait absolument rentrer sur des keywords qui étaient decision making, c'est-à-dire que OK. pas du long tail, c'est-à-dire que toi, typiquement, parler de, je dirais une bêtise, webinar landing page, tu vois, par exemple, qui était Ouais. un keyword. On l'a fait plutôt dans un deuxième temps. Moi, ce que j'avais à cœur, c'était vraiment de faire d'abord les keywords les plus stratégiques, donc Mmh. webinar software, enfin tout ce qui comportait software en général, Mmh. how to choose a webinar, des trucs dans le genre, enfin bref, tous ces trucs-là. Et j'en pondais peut-être un ou deux par jour, tu vois, ou un truc comme ça. Je crois que c'était une bonne cadence au début. Et puis le petit truc que j'aimais bien faire pour essayer de faire résonner un peu le truc, c'était que bah, j'essayais de mentionner d'autres boîtes que j'aimais beaucoup. Donc à l'époque, il y avait Drift, il y avait Customer.io, il y avait des boîtes françaises, des grosses dans la tech, etc. Je les mentionnais dans l'article, je les quotais. Puis lorsqu'il fallait distribuer l'article, bah du coup j'allais les pinguer, je disais ah, je vous ai mentionné, machin, si tu fais un petit Ouais. retweet, c'est cool. Enfin tu vois, on y allait vraiment de façon très artisanale et on essayait de créer les premiers momentum d'audience, quoi. Et au final, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé parce que sur tous les keywords qu'on a choisis avec Google Ads, Keyword Planner Tool là, enfin bref, le Mmh. truc. En gros, aujourd'hui, c'est des articles qui, enfin, on les met à jour de temps en temps, bien évidemment, mais c'est des articles qui rankent vraiment très bien, quoi. Enfin, Ouais, même vous êtes encore des bons aujourd'hui, dessus, ouais. Ouais. qui ont beaucoup d'ancienneté et du coup beaucoup de valeur en SEO et donc c'est cool, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment, tu vois, on n'a pas inventé une recette miracle, Mmh. ça a été vraiment les premiers canaux. Le seul truc vraiment un peu grosse hack, si tu veux, si on veut Ouais. rentrer dans ce truc-là, qu'on a pu faire au tout, tout début. Et là, c'était même pas pour les clients, c'était vraiment pour des leads. Mmh. Euh, on avait ce concurrent français dont je tairai le nom, mais grosso modo, qui avait en fait la bonne idée de mettre en fait tous les webinaires de ses clients, enfin qui souhaitaient le faire, en tout cas sur une page publique. Donc OK. forcément, je suis pas complètement fou, je vais sur la page publique, je regarde qui sont les boîtes en fait qui font des webinars. OK. Et j'avais un truc, j'avais construit une espèce de robot où en gros j'allais scraper ces pages-là, je récupérais les noms, et derrière, ça me sortait en fait tous les Twitter associés. Et OK. derrière, bah, je balançais des DM en fait aux gens où j'ai plus non, OK. je répondais Ouais. au non, non, pardon, je répondais aux tweets qui faisaient la promo Mmh. du webinaire. Je disais: «Ah, ça a l'air cool, machin, est-ce que, tu as considéré Livestorm?» Moi, j'en sais rien. Donc je Mmh. faisais ça. Ensuite, j'essayais de pinguer la personne comment dire, qui animait le truc, quand j'avais OK. son Twitter handle. Mmh. Et je vais lui dire: «Au fait, je vois que tu fais du webinar, écoute, je lance un Qu'est-ce que tu produit, j'ai envie d'avoir, ton feedback, je suis pas en train d'essayer de te vendre quoi que ce soit et en vrai, je veux juste avoir ton feedback». Et du coup, j'arrivais sur le call, je montrais, c'était un Proto InVision, c'est même pas le vrai produit. Je OK. montrais le Proto InVision, et puis enfin, parce qu'il y avait pas Figma à l'époque. Mmh. Et et voilà quoi. Et après j'ai récolté du feedback, puis surtout à la fin je lui disais: «Bah écoute, nous on va se C'était lancer dans pas si longtemps, est-ce que mmh. je peux choper ton email? C'est pas pour du spam, c'est juste pour te tenir au courant le jour où ça sort et puis comme ça tu pourras l'essayer, quoi». Et Ouais. c'est comme ça que j'ai chopé on va dire les 100 ou les quelques centaines de premiers leads qu'on a eu, quoi. C'était OK. vraiment truc le plus, le dieu truc un peu acquis qu'on a pu faire, c'est Ouais. celui-là, quoi. Mais sinon après c'était vraiment la recette traditionnelle, quoi. Ouais. Ouais, du coup, à part, vraiment, ce dernier levier-là, sinon vous étiez vachement sur de l'organique, en fait. Que ce soit Quora, que ce soit du SEO, que ce soit
Bah, ouais, en fait, c'était très organique. En fait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on était sur bon, déjà, de base, on avait pas de thunes, donc faire de l'Ads, c'était pas possible. Donc ça, c'est la réponse était vite trouvée. On avait la chance d'avoir un produit qui se promouvait lui-même, donc ça, c'était plutôt cool et mais effectivement, sur le reste des canaux, on avait une seule certitude, enfin, en tout cas, c'était la mienne, d'avoir des canaux qui étaient plus défensifs possible. Ouais, Donc, ouais, tu vois, genre, on savait on sait qu'on a un océan rouge, tu vois, on sait qu'on est dans un ouais, marché où il y a vraiment beaucoup de monde, encore plus aujourd'hui. Et, et surtout, tu as des gros en face. ouais, Et de façon générale, lorsque tu as des gros concurrents en face, avec des moyens quasi illimités, bah, se dire que ta stratégie d'acquisition, elle repose sur des ads, en fait, c'est une connerie. ouais, Parce que si les gens en face, ils veulent payer x4 leurs clients, bah, ils le feront, en fait. ouais, Parce qu'ils sont capables de payer à perte pour avoir un client, pas toi. ouais. Donc, on savait qu'on ne pouvait pas faire d'ads, en tout cas pas tout de suite. Et donc, on s'est juste concentré sur des trucs qu'on pouvait vraiment défendre et où on pouvait jouer à armes égales avec les plus gros, quoi. Donc, OK. voilà. Mais hyper intéressant, pour, revenir aussi un petit peu sur, le produit, heu, comment est-ce que ça a été dur dans un premier temps justement de trouver cette adéquation, enfin trouver le product market fit, au fur et à mesure? J'imagine que vous avez itéré au fur et à mesure et est-ce que ça a été dur de vraiment trouver cette version, qui permettait, de répondre au marché et aux utilisateurs? Bah, bizarrement, pas trop, en fait. C'est ça qui était assez surprenant. Je pense qu'on a eu une chance aussi, c'est qu'on savait de quoi enfin, tu vois, il y avait pas trop de comment dire? On crée pas enfin, à l'époque, en tout cas, on n'était pas sur une démarche de créer une catégorie. Si Ouais, tu veux, il y avait une catégorie définie qui était, le webinar, qui est utilisé par des marketeurs et on savait que c'était pas ouf, donc on va essayer de faire juste mieux, tu vois? Et on va ouais, prendre des exemples très clairs. On avait, GoToWebinar, on avait d'autres et cetera qui étaient assez connus et on va dire: «C'est simple, on va prendre ça, on va prendre les mêmes pricing points, peut-être on va le baisser un peu et puis, on va juste faire mieux, quoi. On va prendre le produit, on va le rétro-engineer et puis on va le faire, mieux sur tous les aspects, quoi». Donc, en gros, il y avait ça qui nous a permis, en fait, d'avoir un truc qui était pas complètement à côté de la plaque. ouais, On y allait aussi un peu à l'instinct en se disant: «Bon, c'est plutôt un produit de marketing, donc on va commencer par les marketeurs. On veut faire du self-service parce qu'on n'a pas envie d'avoir des commerciaux tout de suite et on veut faire un play un peu à la Mailchimp. Dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt parler des petites boîtes. En plus, OK. ça paye vite, ça paye en mensuel, ça paye par carte bleue. Moi, ça me va très bien. Ça fait des coûts d'acquisition encore plus réduits, donc on va commencer par là et on voulait faire une boîte, de toute façon, qui ressemble à une boîte américaine, donc on allait taper Mmh. pas sur une localité spécifique, donc cette question-là, elle a été évacuée et puis ensuite, sur l'industrie, en fait, là, pour le coup, on s'est juste, en fait, il y a eu 2 réflexions. La première, c'était de se dire, bah, déjà, l'écosystème qu'on connaît le mieux, c'est la tech. On connaît les gens du marketing, on sait comment ils fonctionnent, on a un peu le réseau, donc on sait que si on doit faire friends, family et extended, ça va Ouais, être plutôt dans cet écosystème-là et surtout, on sait que c'est des gens qui, on va dire, sont plus tech savvy et donc qui sont capables de piger, plus ouais, vite, quel est l'intérêt du produit et cetera et qui vont pas nous emmerder avec des process et donc dans ces cas-là, bah, ce sera plus simple. Donc ça, il y avait, tu vois, il y avait une part, d'éducation, une part un peu d'instinct quand même ouais, et au final, pour vérifier ça, on avait mis en place un outil qui a disparu, qu'on a remplacé plus tard par Clearbit, mais qui a disparu et qui en gros, prenait chaque email en fait, chacun même pas des clients, des leads, donc des gens qui se mettaient, qui s'inscrivaient à la bêta ou en tout cas qui s'inscrivaient à bref, sur la landing page quoi ouais, ouais. et on regardait un petit peu à chaque fois, c'était automatiquement récupéré LinkedIn et tu avais, la company size, tu avais OK, ouais, ouais. l'industrie et cetera et au final, bon, ça confirmait un petit peu au fur et à mesure, ça a vite confirmé notre truc, quoi. Cet ICP, il a vite disons qu'il a évolué au bout de à partir de 2018 environ. OK. Ouais, justement, j'allais te demander s'il y avait eu des changements au fur et à mesure, ouais, ouais. Ouais, ça a un peu changé, mais Et peut-être, pour, continuer un peu sur le product, donc vous trouvez assez rapidement le product market fit. Est-ce que, la vision de base que vous aviez, au début, elle a changé aujourd'hui ou est-ce que finalement vous êtes toujours dans la prolongation et c'est alors, la vision, elle a évolué. Je pense qu'elle a évolué parce que nous aussi, on a pris en maturité, on a appris à connaître le marché. Enfin, tu vois, on n'est pas arrivé c'est ça aussi qui est un peu contre-intuitif, c'est que nous, on n'est pas arrivé sur un marché, sur ce truc-là, avec une vision, un appétit gigantesque, si tu ouais, veux. On est ouais, arrivé très candide, sorti d'école et en fait, l'appétit, il est venu en mangeant et au fur et à mesure qu'on construisait le produit, que le marché évoluait, on s'est rendu compte de plein de choses ouais, et notamment avec le bouleversement du remote, du covid et cetera. Toute cette vision-là, c'est un petit peu forgé un petit peu au fil des on va dire des 4-5 premières années
OK. Et aujourd'hui, on est arrivé à un truc où on sait que il y a c'est un espace qui est à la fois enfin, ce marché, c'est un espace qui est à la fois très dominé par deux trois acteurs énormes que tout le OK. monde connaît et tu vas avoir aussi un marché extrêmement fragmenté où tu vas avoir énormément de petits outils bien plus petits OK. que le nôtre pour, tout un cas d'usages différents, parfois spécialisés dans une équipe, parfois spécialisés dans un domaine, dans une industrie même. Enfin, c'était Mmh. extrêmement fragmenté et nous, on est au milieu, en fait et on est cette, boîte qui est privée, enfin privée, au sens pas en bourse, si tu veux, donc pas cotée en bourse, qui est quand même d'une assez grosse taille, qui a clairement une position de leadership en Europe OK. et en fait, on s'est rendu compte qu'on a cette capacité de dire aujourd'hui, on veut consolider un marché. C'est-à-dire qu'on va Mmh. Livestorm a pour vocation de prendre, en fait, tous ces petits spécialistes qui existent et en fait, qui vont répondre à des micro cas d'usage à droite, à gauche Ouais et de tout combiner en un seul et c'est mmh. en ça que je te disais dans le call d'introduction qu'on veut créer un espace de travail pour la vidéo et tu vois, on passe de webinar à espace de travail pour la vidéo, donc un scope Ouais. beaucoup plus large parce qu'en fait, Ouais. on se rend compte que par le simple fait que ces petits existent, c'est parce qu'en fait, dans des petites équipes à droite, à gauche, il y a des besoins très Ouais, tu spécifiques de des travail, de contexte de travail pour la mmh. vidéo et que les gros ne peuvent pas remplir parce que trop généralistes. Et donc OK. pour nous, on doit consolider ça, on doit créer le HubSpot de la vidéo, si je dois vraiment Ouais. résumer en termes très sales, tu vois? OK, bah, ouais, hyper intéressant et ouais, on voit que comme tu dis avec tous les petits finalement qu'il y a de la demande un peu sur Mmh. plein de points, différents. Heu, chez Livestorm, comment, fonctionnent les pôles, tout ce qui va être justement market, Mmh. sales et même, product? Est-ce qu'il y a des liens entre eux? Est-ce qu'il y a Mmh. des pôles qui sont plus développés que d'autres, parce que le marché demande ça? Est-ce que Ouais, c'est une bonne question. Quand on a démarré, donc on n'a pas eu de commerciaux jusqu'à 2020. Donc OK, 2020, on embauche le premier commercial en 2020, mais notre head of sales arrive fin 2020 et on commence à construire l'équipe vraiment et la faire vraiment scaler pour le coup à ouais, partir de 2021. Donc ce qui signifie qu'en 4 ans, en fait, on a eu 0 sales. Ça OK. m'est arrivé de faire des démos, des machins comme ça, mais clairement, je suis nul pour les démos et deuxièmement, c'est un métier de faire du sales, ça demande beaucoup de temps, il faut être très focus, donc autant te dire Mmh, que c'était pas la priorité. Mais enfin, ça je faisais des customer calls, mais c'était plus des customer calls que des démos, on va pas se mentir. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup privilégié cette approche self-service. Du coup, cette OK, approche self-service, pour répercussion, elle a 2 choses. C'est-à-dire qu'elle va donner beaucoup l'emphase sur le produit et ce que tu peux faire dans le produit pour faire en mmh, sorte que les gens payent avec le moins de friction possible, ils deviennent clients avec le moins de friction possible. Deuxième chose, ça sous-entend aussi que tu vas avoir, beaucoup d'importance donnée à une équipe grosse qui va OK, avoir pour, en fait, qui va être, responsable du ce que nous on appelle pré-sign up et post-sign up. Enfin OK, surtout pré-sign up. Donc en gros pré-sign up, tu as 2 strates. Tu vas avoir le top du funnel. Dans ces cas-là, ouais, ça va être, l'acquisition pure et simple. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Quora, SEO, mmh, les ads à un moment donné. On a beaucoup travaillé aussi avec, on travaille toujours pardon avec, Capterra, G2Crowd et des tu vois des mmh, qui sont des plateformes de review comme un Trustpilot par exemple, mais mmh, vraiment pour les outils B2B. mmh, Et ensuite tu as le je veux dire bottom of non pas vraiment bottom of funnel pour le coup, c'est plutôt mid funnel. ouais, Et dans ces cas-là, tu vas avoir c'est plutôt des logiques de conversion, d'AB test, de machin, de mmh, simplifier l'accès le plus possible à la page de sign up et mmh, puis, d'adapter aussi le site web et du coup l'expérience du site web en fonction OK, de ce ouais, que toi tu recherches en tant que visiteur. Donc l'équipe Goro, c'était dédié à ça et bottom of funnel, il y avait le seul ownership de l'équipe Growth, qui était aussi le mien avant que notre head of growth arrive, c'était de créer une logique de nurturing où en fait la mmh, personne, enfin le seul objectif, c'est même pas le nurturing, c'est surtout que la personne soit capable de s'onboarder aussi de façon extrêmement self-service. OK, C'est-à-dire que non seulement elle doit payer de façon autonome, en étant autonome, mais elle doit apprendre à utiliser le produit de façon autonome. Donc ça veut mmh, dire lui créer la documentation, ça veut dire lui créer des emails qui lui dit quoi faire, ça veut ouais, dire, avoir aussi, bah, forcément des CTA, enfin des call to action qui vont mmh, l'amener à faire les actions que tu veux faire pour créer une adoption, à créer un mmh, habitus dans le produit mmh, et puis éventuellement, à un moment donné, bah oui, effectivement, la faire payer avec, tu vois, le bon bouton qui a bien. Donc il y avait à la fois des campagnes dans l'application via, je sais pas, Intercom, et puis OK, tu avais aussi des campagnes, par email avec, des outils comme Customer.io, et cetera. mmh, Donc en fait, si tu veux, je pense que pendant les 5 premières années de la boîte, mmh, le
la concentration de gros, ça a été de ramener du trafic Ouais, et de fluidifier ce trafic jusqu'au moment où la personne paye. Mais OK. vraiment le fluidifier le plus possible, de enlever toutes les petits graviers qu'il pouvait avoir sur la route, Ouais, toutes les c'est frictions, ouais. c'est ça. Mmh. Et après quand l'équipe 7 est arrivée, ça a un peu changé, où pour le coup, on est passé, d'un modèle, plutôt product-led sales environ, OK. par là, où en fait, si tu veux, on commençait à construire un, comment dire? Un play, enterprise. Donc, on avait que des clients petits jusque-là ou moyens et puis tout d'un OK. coup, on s'est mis à avoir des très, très gros clients avec, le covid, avec, tu vois, des BPI, des ministères, enfin bon, des trucs un peu Mmh. fat et bah, là, c'est pas la même rigolade, c'est pas des mecs qui payent par carte bleue, c'est pas des gens que tu onboardes comme ça avec 3 Ouais, emails. Non, non, c'est il faut les former, il faut les suivre, ils ont besoin d'avoir un ouais. numéro de téléphone. Donc tu montes une équipe sales, tu vas monter une équipe CSM pour les gérer, tu vas potentiellement avoir des gens aussi pour, faire, tu vois, du qu'on appelle ça? Du solution engineering, donc faire Mmh de mh. voilà, implémenter les trucs pour eux et cetera Mmh. et donc ça devient un autre paradigme Ouais. et là, c'est beaucoup plus manuel. C'est un autre métier qu'il a fallu apprendre Ouais. Ouais, et finalement, c'est une nouvelle cible totalement différente, quoi. ouais, Mmh. nouvelles cibles différentes, les industries, enfin, c'est sensiblement les mêmes interlocuteurs, mais sur des industries un peu différentes, sur des Mmh. tailles aussi un peu différentes, des régions aussi qui sont un peu plus recentrées sur l'Europe. Mmh. Donc ça change un petit peu. Et l'équipe grosse, si tu veux, se meut en quelque chose qui continue de faire le self-service. Donc en fait, si tu veux, elle a 2 facettes. Tu as la facette OK. self-service qui continue d'être, ce qu'elle faisait avant Mmh. et tu as une facette qui devient beaucoup plus, ops, si tu veux, et qui va OK. faire du passe-plat, en fait, Mmh. pour les sales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, créer des logiques où tu vas mettre en avant, un client ou un lead en particulier qui a de la valeur et qui peut potentiellement devenir un client grand compte, OK. enterprise. Ouais. Voilà, tu as typiquement ce genre de choses et peu à peu, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu la cohorte de clients en Mmh. self-service devenir en fait une sorte d'antichambre des clients sales. OK. Alors c'est pas vrai dans 100 des cas, hein. Certains vont évidemment Mmh. rester en self-service parce qu'ils n'ont pas vocation à passer de l'autre côté de la barrière. Mmh. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un transfert qui se fait beaucoup et bah, ce transfert, il est aussi assuré, par l'équipe grosse de mettre en avant, bah, ces fameux clients qui ont ce potentiel, d'être éligibles à ce transfert et donc du coup, bah, c'est le rôle ensuite des account exécutifs d'aller les OK. contacter et essayer de les transformer. Donc le modèle, il a clairement évolué de quelque chose qui ressemble, enfin qui ressemblait à Mailchimp pour ressembler Mmh. aujourd'hui à quelque chose qui ressemble plus à du Miro ou du Notion, où on est sur une product led, mais à destination avec l'objectif final, in fine quand même, c'est d'avoir, le plus gros panier moyen possible et donc plutôt de OK. l'enterprise. Du coup, ça veut dire, juste pour, comprendre, qu'au début, il y a des personnes qui vont venir pour leur usage personnel, c'est ça? Et qui Ouais. après vont évoluer? Qui vont Ouais, par exemple, tu vas alors pour usage personnel, en général, quand tu as un compte perso, tu vas jamais passer en enterprise, enfin, en tout ouais, cas, c'est très, très rare. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas créer un embranchement comme ça, où en fait, tu vas avoir, des mecs qui vont passer en self-service. Tu en OK, as qui vont passer directement côté sales parce que c'est un grand compte, je m'appelle, Sanofi et j'ai envie de travailler avec ouais, Livestorm, mais je vais pas m'embêter à créer un compte. Non, non, je vais contacter, les sales et puis on va négocier un truc et voilà. Donc ça, tu as une première branche qui va direct to sales et ensuite tu as une deuxième branche, donc cette deuxième branche qui est, self-service, qui est, ouais, la branche originelle, on va dire, qui ensuite, elle, se split en 2. Qui va dire: OK, «OK, moi je suis petit, j'ai pas besoin d'un compte enterprise machin, je vais rester en self-service, je vais rester en mensuel, je vais payer 100 balles par mois ouais, et ça me va très bien». Et puis tu en as un autre qui va dire: «Bah, moi je suis self-service, mon usage il a bien grandi, j'ai une boîte qui a du budget, je corresponds à un ICP ouais, pour Livestorm, bah, je vais upgrader, je vais upgrader, je vais upgrader et peut-être à un moment donné, bah, en fait, je vais passer un certain cap qui va me faire passer sur, l'enterprise OK, ouais. ou un peu supérieur». Donc, on a créé finalement 2 funnels et demi si tu veux, mais qui marchent très bien ensemble. Il y a forcément Ouais. évidemment, c'est jamais parfait, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à la moitié de l'épisode. Regardez la suite car le meilleur est dans la seconde partie. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à réserver vos places pour le Gros Event. Elles sont 100% gratuites mais en quantité limitée. Ouais, parce que finalement, ceux qui vont, l'utiliser sans faire appel aux services entreprises et cetera, ils nourrissent aussi en partie, justement la branche, heu, C'est exactement ça. C'est une sorte de trial payant si tu veux ouais, OK. et sans oublier qu'en plus, il y a cet effet de, tu sais, de «viralité» entre guillemets où en fait chaque client, n'importe quel plan, peu importe le plan, en fait, Ouais, il expose le produit de toute manière à ses propres clients. Donc si tu veux, ouais. même s'il est pas enterprise quelque part, bah, il fait un peu de la pub, gratos pour nous donc genre c'est cool. OK, bah, hyper intéressant. Est-ce que,
il y a des liens qui existent aussi entre, parce qu'on a du coup pas mal parlé des sales et de tout le rôle que vont avoir les équipes grosses. Est-ce qu'il y a des liens qui existent entre les équipes grosses et le product? C'est une bonne question et de plus en plus. Le product a toujours un ADN particulier chez nous parce que le product est très product, Ok. beaucoup moins grosse. Ouais. Le product est product, mais là-dessus, la vraie composante grosse du product, ça a toujours été ce truc de mettre en avant le fait que cet événement est propulsé par Livestorm. Bon, tu Ouais, vois, ouais, c'est des trucs qui existent ouais. depuis très longtemps, mais si tu veux, la réflexion du product, c'est de se dire: «On va aller chercher la croissance et le revenu en essayant de répondre à des besoins, en essayant d'aller rajouter telle feature, en essayant de répondre par des customer needs», en fait. Donc Ok. c'est jamais des logiques de, bah, on va essayer de faire, je sais pas, je dis une bêtise, tu vois, optimiser un taux de conversion sur, Ouais. tel bouton. Le produit n'a pas ce genre de type de réflexion, il Ouais. sera plutôt une réflexion très produit. Modulo le fait que ça évolue de plus en plus dernièrement, depuis on va dire un an et demi. On essaie justement de faire évoluer ça. Tu vois, typiquement, on commence à faire rentrer grosses et produits dans une discussion de comment faire un onboarding dans le Ok. produit Ouais. nativement, hem, de comment justement essayer de rapatrier encore plus de participants vers notre site web. Donc Ouais. ça ou de faire contribuer le produit au SEO aussi, parce qu'il y a des millions de pages qui sont indexées. Comment ça peut permettre de créer du SEO juice Ouais. vers notre site. Donc il y a ça a tendance à changer un petit peu. Je pense que ça a été siloté, enfin siloté, oui, relativement siloté en tout cas pendant un certain nombre d'années et je pense qu'aujourd'hui je pense que c'est lié principalement au fait qu'il a fallu rattraper, bah, en fait un retard de marché, enfin un retard de marché. C'est juste qu'en fait on était tout jeune, c'est un Ouais. marché existant avec des produits très, très, très matures en face. Bon, tu vois, l'objectif c'était de rattraper son retard et d'aller, Ouais. casser la concurrence avec des meilleures features et cetera. Maintenant qu'on arrive un petit peu sur, une position de leadership, bon, bah, maintenant on peut effectivement commencer à regarder et faire cohabiter d'un peu plus ces 2 équipes. Ok. Je dis pas que c'est la bonne manière de faire. En tout cas, ça a été la manière dans laquelle nous on a procédé factuellement. Je pense qu'il y a des équipes qui sont peut-être plus matures sur ces sujets, tu vois? Je pense à des équipes comme Intercom, par exemple, où, Ouais. pour le coup, le produit est entièrement responsable du self-service. Les équipes grosses ne gèrent pas le Ouais. self-service. Ok. Donc c'est encore une autre façon de voir les choses. Il y a c'est difficile, il y a beaucoup de philosophie à ce sujet-là et j'ai jamais Mm. trouvé j'ai pas l'impression qu'il y ait une recette miracle. Je pense que ça dépend beaucoup de la mentalité des équipes produits, des équipes grosses et Ok. ce qu'elles savent Ouais. faire aussi surtout. Et pour revenir un peu aussi sur ce que tu disais sur l'équipe grosse, tu disais que elles avaient deux rôles finalement, le top of funnel et après le fait de se pencher aussi sur la conversion, etc. Tu disais qu'au fur et à mesure, ils sont de plus en plus dirigés vers le côté ops, c'est ça? Ouais, enfin, Ops, c'est pas au sens, si tu veux, gérer le CRM, machin, machin, mais Ouais, en ouais, fait, plutôt Ops au sens, on va nourrir les sales avec de la data, on va nourrir ouais. les sales avec des insights, on va essayer de leur envoyer des notifs, des alertes, Ok. leur mâcher le travail, générer des contacts, générer des comptes pour eux. Ouais, Donc on est plutôt sur ce de un peu de conciergerie mm, pour, la data si tu veux et faire en sorte que en fait les sales passent le moins de temps possible à faire des tâches un peu redondantes, d'aller chercher, tel ok. contact, tel machin, l'enrichir, bidule chouette. Mm. Donc c'est plus ce genre de truc ops, Ouais. Et, et aujourd'hui, du coup, l'équipe grosse, comment est-ce qu'elle est construite, constituée? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des différents rôles dedans? ouais. Hem, ce qu'on a fait alors bon effectivement, il y a un head of growth. Ok. Ensuite, tu vas avoir différentes squads à l'intérieur de ça. Donc en fait, on a réparti les squads, grosso modo en 3 ou 4 familles Ok. et en gros, pour, te dire ça, je vais regarder en même temps d'ailleurs, comme ça je te raconte absolument Mm. pas de bêtises, mais voilà. Tu vas avoir, si tu veux, une tribe enfin en fait, si tu veux, on a reproduit un peu un schéma à la product. Donc en gros, tu as une tribe on appelle funnel et dans la Ok. tribe funnel, tu vas avoir 3 squads. Donc pour l'instant qui sont, pas forcément des gros squads, hein, il y en a parfois une ou 2 personnes, donc on n'est pas sur Ouais, des ouais. squads de produits avec, des dizaines de personnes, mais bref. Donc tu as une squad ads, Ok. qui tend à devenir squads ads plus SEO et Ok. qui est en fait, vraiment responsable de la génération, on va dire top of the funnel. Donc là, on est sur de la lead gen pure. Ensuite, on va avoir, une squad outbound et non parce que ça, Mm. c'est une initiative qui est assez nouvelle. On a envie Ok. d'avoir Ouais. quelqu'un, en gros, qui soit responsable de créer, heu,
toute la partie opérationnelle de l'outbound pour les sales, pour les aider à Ouais. faire de la prospection et plus dépendre que de l'inbound, comme c'était le cas pendant des années. On a une squad aussi partnership qui va aller du coup faire de la lead gen un peu moins chaude, avec un peu moins OK. d'intention d'achat, qui est un petit peu encore au-dessus que les ads, mais c'est de l'intérêt pour le produit, on est à mi-chemin avec de l'awareness, mais grosso modo, ça nous permet de générer beaucoup plus de contacts, on va Ouais. avec beaucoup moins de, comment dire, d'impératif à créer un compte, de demander une démo. Non, ils sont juste là en fait pour, tu vois, regarder un webinar, pour télécharger un e-book, un machin, un Ouais. truc. Ouais. Mais ça reste un contact qu'on va pouvoir nurturer et qu'on Mmh. va pouvoir, oui, réchauffer. Et le Ouais. jour où ils seront bien mûrs, et bah, ils passeront côté sign-up ou côté démo, enfin peu importe. OK, ouais. Et donc ces squads sont gérés par une personne. Donc si je récapitule, tu as un head of growth, tu as un growth lead qui du coup gère la partie funnel. Et OK. dans cette tribe, tu as du coup les différentes squads avec les Mmh. différents stakeholders dedans. OK, ouais. Et à côté de ça, tu as en parallèle, qui reporte directement notre head of growth, une squad website, qui est une sorte OK. d'agence interne où tu as un binôme project manager et lead dev, Mmh. et qui est responsable du site web, mais à la fois, évidemment, la génération de pages, le SEO, mais aussi l'optimisation technique, le tracking. Ouais. Bref, tout ce qui va être fait sur le site et sur les sites satellites qui ne sont pas l'app pour Livestorm et qui sont liés finalement à de la grosse vont être gérés Mmh. par ce binôme. Et, OK. et voilà. Donc au Mais, final, tu as notre stade, ça fait une équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. OK, mais hyper intéressant. Ouais, on voit que chaque squad finalement a ses objectifs propres, mais qu'elles sont complémentaires, quoi, Ouais. les unes aux autres. Tu Et, vois, on a et tu vois, un truc que j'ai pas mentionné, c'est ouais, la personne qui gère la partie funnel et reste aussi opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a toute une composante ouais, un ouais, peu ouais. fondamentale, genre par exemple le nurturing, Mmh. continue d'être assumé par cette personne-là. OK. Il y a la partie genre l'A/B test aussi, continue d'être assumé par cette personne-là. Donc en fait, il y a quand même les managers sont impliqués dans les sujets opérationnels aussi, tu vois. On pourrait se Ouais. faire un luxe et se dire, on a quelqu'un qui va gérer tout ce Juste qui est emailing ou tous les A/B mmh. tests, voilà, pour des raisons aussi économiques, on essaie de rationaliser un peu les efforts, quoi. Ouais, beh, hyper intéressant. Est-ce que toi, tu t'es fixé, des objectifs à atteindre, cette ou ces prochaines années? Tu vois, Ouais. parfois dans le gros, on parle de genre des North Star métriques ou ce genre d'indicateurs qu'on va essayer d'atteindre et de mesurer aussi au fur et à mesure pour savoir si on s'en rapproche. Ouais, bien sûr. Nous, si tu veux, on a plusieurs métriques que l'on regarde beaucoup. Il y a évidemment, bon, l'ARR et le MRR, tu Ouais, vois? L'idée, c'est de le faire grossir tous les ans. On a nos targets, il faut essayer de les atteindre, et puis en tout cas s'en rapprocher. Ensuite, on va avoir une première North Star qui est le Monthly Active Contact. Donc le Monthly Active, c'est OK. notre MAU à nous, si tu veux, notre Monthly Mmh. Active User à nous. Et il n'y a pas une target spécifique, mais on sait qu'on veut le faire grossir à minima de 20 tous les ans. Et tu OK. vois, on parle sur une année de plusieurs millions de monthly active contact. Et l'idée, Ouais, c'est que tous OK. les ans, on fasse monter ça. Donc le Mmh. monthly active contact, c'est à la fois cette North Star, mais c'est à la fois une pricing unit. Donc c'est vraiment une unité de prix, Mmh. de tarification. Donc on sait que plus on en a, plus en général le revenu augmente et c'est très corrélé au revenu. Donc Ouais. c'est un MAU qui est pour le coup très très proche du revenu et c'est Mmh. assez cool de pouvoir mesurer ça. Et la dernière métrique qui est assez importante, qui est plutôt mesure de récurrence, enfin oui, de récurrence et du coup d'adoption plutôt, j'ai envie de dire, c'est le nombre d'événements moyens qu'on va OK. avoir par espace de travail. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 4 par mois. Donc, ce qui fait qu'on a OK. un usage chez Livestorm qui est semainier, enfin qui est hebdomadaire. Mmh. Et voilà. Et donc l'idée, c'est demain, peut-être que ça sera 4,5, ça sera 5, ça sera 6. Peut-être qu'un jour, on arrivera à un truc où on utilise 10 fois dans le mois et on se Mmh. rapprochera de plus en plus de quelque chose qui est quotidien. Mais l'idée, c'est plus ce nombre augmente, plus on est sur un usage qui est diversifié, qui est pas forcément plus récurrent. Ça veut pas dire que le format est plus récurrent. C'est-à-dire Mmh. qu'on va faire des webinaires tous les jours, mais peut-être qu'il y a plus de gens aussi dans un espace de travail, qu'il y a Ouais. plus de use cases différents, et donc dans ces cas-là, plus d'adoption, plus d'usage. Donc c'est une bonne métrique pour voir si on se ramifie correctement dans une Ouais. entreprise, quoi. Ouais et puis finalement qui est vachement centré sur, l'usage que font les gens, du produit quoi, heu Ouais, c'est clair. et Parce que ouais, vas-y. non, vas-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu vois vraiment ouais, c'est exactement. En fait, tu as un truc, c'est que tu vois si le nombre de Mac augmente,
si je prends un espace de travail donné, ton nombre de Mac augmente, donc ça veut dire que probablement ton revenu va augmenter a priori. Si tu vois qu'il y a plus en plus de nombre d'événements en moyenne par mois, tu peux intimement te dire que non seulement ton revenu va augmenter, mais que tu as de moins en moins de chances qu'il churn parce que de toute Ouais. façon, il y a une adoption qui est grandissante. Donc ce Mmh. sont des métriques qui sont finalement très produits, mais qui permettent d'avoir vraiment des proxys par rapport à des choses très concrètes financières, derrière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, hyper intéressant. Peut-être pour prendre un point de vue plus macro, est-ce que toi, tu as t'as des ambitions pour Livestorm, mais d'ici même ces 10 prochaines années? Et si oui, du coup, comment tu comptes arriver à les atteindre d'ici là? Ouais. Bah, je pense qu'on a un gros boulot encore à faire sur la partie, enterprise. On est très, très mature déjà quand même. Tu vois, on est le seul, l'un des seuls en tout cas, en dehors des très gros Ouais. qui sont publics à avoir des normes de sécurité type ISO 27001 et cetera, et bon, qui sont des gros trucs un peu chiants à faire, mais qu'on a fait. Mhm. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de boulot. Typiquement, je pense que, tu vois, on a encore un peu de retard sur la partie intégration. Ok. Et elles sont très, très bien, mais je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. En tout cas, par rapport à nos attentes, on peut aller beaucoup Ouais. plus loin que ça. Mhm. Donc déjà, il y a ça, de créer vraiment un écosystème d'intégration hyper fort autour de Livestorm. Je pense qu'on a aussi vocation à aller plus bas dans les tailles d'audience, d'être beaucoup Ok. plus pertinent sur des petites audiences. Tu vois, typiquement des audiences de, allez, 4, 5, 10 personnes, où on est plutôt sur des logiques de formation en petits groupes. Ouais. On a ce use case qui est très présent chez nous. Je pense qu'on peut être beaucoup plus simple dans notre approche, beaucoup plus pertinent dans cette approche-là. Donc il y a Mhm. encore il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et puis il y a des outils, il y a des espaces de la vidéo qu'on a absolument ou très peu couverts. Tu vois, genre là par exemple, on préenregistre, Ouais. mais on peut avoir, on a aussi du webinar à la demande. Donc tu vas Mhm. regarder un truc en replay ou bref, où tu le mets directement à la demande. Donc en fait, les gens ne Mhm. voient jamais le live, mais juste le replay. Donc ça, on le fait déjà. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi tout un tas de choses sur la vidéo en asynchrone qui est assez peu Ok. abordé. Ouais. Tu vois, on va utiliser Clap, on va utiliser Loom, mais au final, en fait, ce genre d'outils sont des outils niches qui devraient faire partie d'une stack vidéo, qui devraient faire d'une partie d'une stack comme Livestorm, enfin Ouais. d'un espace de travail comme Livestorm. Donc je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit encore s'améliorer, qui sont existants, et en fait, il y a plein de terrains inconnus pour Livestorm, genre typiquement la vidéo asynchrone, Ouais. les logiques d'hybridation des bureaux, comment tu fais pour faire en sorte que les gens collaborent de la même manière, au même niveau, la même information. Ça, Mhm. c'est fait partie de notre job d'y répondre aussi. Et voilà quoi. Enfin bref, tu as plein de terrains comme ça, hein, assez inconnus. Et je pense que pour moi, je ne sais pas quelle est la timeline de ça, Mhm. mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir en fait un outil qui va essayer de rassembler tout ça, dans un cadre professionnel, Ouais. j'entends. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a une catégorie à créer, peut-être une Ouais. sous-catégorie de la vidéoconférence en tout cas à créer. C'est pour ça qu'on parle de Livestorm en anglais, de Video Engagement Platform, parce que je suis assez Mhm. convaincu que c'est la Mhm. bonne nomenclature et que c'est cette catégorie de porter ce nom-là. Et, et ça, c'est le truc un peu qui m'excite, tu vois, de peut-être laisser une trace quelque part, de se dire en Ouais. fait, une catégorie a été créée, c'est ces mecs-là qui l'ont créée, Ouais. ils l'ont l'idée pendant un certain temps, peut-être qu'ils sont Mhm. toujours leaders, mais tu vois, j'ai envie que ça reste, quoi. Et je Ouais. pense que c'est le truc un peu qui moi m'anime personnellement, quoi. Ouais, le fait d'avoir une vision qui a pas été défendue jusqu'aujourd'hui encore, de créer une nouvelle catégorie, mais Ouais, hyper intéressant. On va approcher de la fin de cette grosse keynote, mais j'ai encore deux, trois petites questions, Gilles. vas-y. Alors, tu verras, c'est, je pense, les plus compliquées. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. À chaque fois, on les pose à, non, non, mais à chaque fois, on les pose un peu aux différents invités qu'on a. L'idée, c'est plus de voir un peu leur vision à eux. Euh, Selon toi, comment va évoluer le gros ces prochaines années? C'est une bonne question, elle est large cette question, donc je Ouais. comprends pourquoi tu me disais ça. Hem, je pense qu'il va y avoir en fait, c'est marrant parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de enfin, je vais te faire une réponse, je vais te faire une réponse à moitié de boomer, hein, mais c'est vrai que Ouais. pour le coup, je trouve que pour l'IA, il y a un truc assez intéressant qui est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire parce qu'il y avait des problématiques de ton, parce qu'il y a des problématiques de summarisation des informations, ou il y avait des problématiques de sentiments liés Ouais. à ce qu'on pouvait capter en data. Toutes les données qu'on avait jusque-là étaient des data qui étaient relativement des valeurs absolues, qui étaient Ouais. du binaire, du true, du false, qui étaient, tu vois, des catégories, ça va être, des industries, des pays, des machins, et en fait, tu faisais ta tambouille avec ça, tu arrivais à faire des segments, des trucs. Donc toute la composante data de la Ok. grosse
elle a pour, je pense, la première fois une capacité à être résumée, interprétée et surtout de générer des choses sur la base de ces données-là. Je te donne un exemple, c'est un truc qu'on essaie il y a pas très longtemps qui je trouve assez intéressant. C'est que on reçoit par exemple une opportunité sur Salesforce avec voilà, le sales fait son call et il va noter tout un tas de choses sur le budget, le timing, l'objectif, etc. Tu connais les histoires de qualification. Et rentre, tu vois, c'est un truc comme ça avec des milliers de champs sur Salesforce. Enfin, pas des milliers, j'exagère, mais tu vois. Ouais. Et donc l'idée, c'était de dire, OK, bah, je vais mettre ça dans OpenAI. On fait plug un truc avec l'API et tout. Et je lui dis, écoute, je vais faire un prompt énorme dans laquelle on va renseigner. Tu dis, écoute, imagine que tu es tu as un BDR chez Livestorm. Donc là, il y a toute une forme d'interprétation de ce que ça veut dire. Et puis, écoute, ça, c'est nos guidelines en termes de sales enablement. Tu dois parler comme ça, tu dois répondre comme ça, tu dois structurer tes emails comme ça. Et by the way, voici les infos de l'opportunité du call que je viens voir. Fais-moi ton meilleur follow-up email possible. Et le truc nous fait un email qui est vraiment ultra potable, tu vois. Ouais. Donc Ouais. c'est un exemple de dire, en fait, il y a des choses qu'on ne pouvait pas forcément automatiser et être ultra. Et en fait, la personnalisation, elle avait juste un certain degré, tu vois, Ouais. d'efficacité. Et aujourd'hui, je pense qu'on a passé une étape sur la possibilité de faire de la personnalisation encore plus impressionnante. Ok, ouais. Donc ça, je trouve ça avant, c'était plein de if dans tous les sens, de la donnée, des machins, des trucs pour remplir des templates. Et là, je pense qu'on arrive à un truc où on peut presque se passer de ça, tu vois. Ouais. Et donc je sais pas, je pense qu'on va passer d'une ère où en fait la enfin je pense que c'est une nouvelle ère un peu pour la personnalisation avec l'IA. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment intéressants à faire at scale en plus parce que tout est Ouais. APIfié. Donc voilà, il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc qui se fait pas mal alors ce qui n'a absolument rien à voir avec l'IA pour le coup, enfin Ouais. quoique. Il y a pas mal d'outils qui se lancent pour, tu verras, c'est un marché nouveau si vous vous amusez à chercher un petit peu. Il y a des outils qui sont là pour fluidifier justement ce passage de place que je décrivais tout à l'heure entre gros et sales, Ouais. Ok. qui sont des PLG tools ou PLS tools et je sais pas exactement comment les qualifier d'ailleurs, mais tu vois, tu vas avoir des outils comme Topline, donc Ok. TOPLYNE. Tu vas avoir des outils comme Calixa avec un X, des outils comme Correlated aussi. Tous ces outils-là sont des outils qui sont très neufs, qui sont à peine plus que la série A, je crois, ou Ok. parfois, mais tout juste, et qui sont sur un marché, une catégorie émergente qui est celle que j'ai décrit, quoi. Et en gros, l'idée, c'est de te dire, tu crées, on te file la donnée. Donc non, on va ingérer ta donnée. Donc on va ingérer tout ce que tu fais, tout ce que tes users font, tout ce que tes clients font, toute ta donnée historique, ton machin, ton truc. Et on va créer des modèles, IA ou pas IA, pour te dire ce client. Et en fait, tu commences à créer du scoring qui est dynamique. Et on va te dire, OK, ce client-là, c'est un client potentiel à forte valeur ajoutée. Ouais. Celui-ci, s'il est prêt à te churner, etc. Donc, créer des trucs un peu prédictifs et de la segmentation un peu prédictive. Et dans ces cas-là, derrière, ça peut passer. Et ensuite, ça se plug directement à ton, euh, à ton CRM, machin. Donc, c'est peut faire des choses comme ça. Tu peux avoir des indices de santé en temps réel sur à quel niveau du funnel ce client, ce user est. Enfin, c'est assez cool. Il n'y a pas encore de winner takes all sur ce marché-là. Ça se lance tout juste. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, peut-être un petit peu plus. Ouais. Et je pense que dans 5-10 ans, il y aura un catégorie leader. Il va y avoir un Salesforce de ce truc-là qui va émerger et on verra ce que c'est. Mais Ouais. c'est assez. Je pense que ça va changer aussi pas mal de choses sur comment on fait de la grosse, quoi. Ok, ben hyper intéressant. Une autre question, mais qui va un peu finalement dans la même mouvance. Selon toi, quelles vont être justement les compétences qui seront indispensables si on veut travailler dans le gros, le market ou même la tech en général? Euh, Pour moi, c'est simple. Enfin, en gros, tu vois, c'est comme la cuisine, quoi. Il y a des fondamentaux. Si tu maîtrises pas le truc, c'est que, enfin, moi, c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Enfin, il y a à la fin de la journée, euh, pour 99% des business, tu vois, tu fais pas des boîtes de série C, série B, IPO sur la base de hack. C'est pas vrai, ça n'existe ouais. pas. Il n'y a pas tu vois, genre le VP Growth de chez Amplitude ou j'en sais rien, les mecs ils font pas des scrappers, tu vois, c'est pas vrai. Donc en fait, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est les fondamentaux. C'est est-ce que je suis bon SEO? Est-ce que je sais gérer des campagnes ads? Est-ce que je sais faire de l'emailing? Et c'est une différence entre faire du mass email et de faire du nurturing. C'est deux choses très différentes pour des users. Est-ce que je sais un minimum jouer avec des API pour automatiser des choses?
Tu vois? Tout ça, c'est des fondamentaux qui vont me permettre est-ce que je connais des CRM très bien, genre un Salesforce ou autre ou un HubSpot, Mmh. j'en sais rien. Ça, c'est des skills fondamentaux que tu vas retrouver à tous les stades d'une boîte Ouais. et c'est impératif, tu vois? Que tu saches faire, tu vois, du Python en soi, la vérité, c'est si je suis en série A, en série B, je m'en fous, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. tu vois? Pareil, je pense qu'il y a aussi un truc d'être extrêmement éduqué sur la donnée. Tu vois? Genre, Mmh. il y a une différence entre être, comment il dit? Putain, mon associé à chaque fois, il y a une différence entre être, data informed et je sais plus quoi. Mais en gros, l'idée c'est que, oui, tu dois savoir faire des AB tests, mais tu dois savoir les mesurer, tu dois savoir faire du reporting. Ouais. Tu dois savoir, bah, créer tes propres conclusions et faire des analyses qui sont à la fois synthétiques, claires, backées par de la bonne donnée. Ouais. Donc ça veut dire que tu sais faire du tracking, ça veut dire que tu sais où la trouver, tu comprends, comment l'analyser. Tu vois? Et en fait, c'est beaucoup de skills mis bout à Ouais. bout, mais c'est pas des skills qui sont, tu vois? C'est pas des trucs, très, très exotiques à la fin de la journée, quoi. Ouais. Je viens de te dire, c'est un mix entre, bah, un marketeur, assez classique, quelqu'un qui fait de l'acquisition management et quelqu'un qui va être un petit peu data analyst sur les bords et qui, Ouais. sait gérer une Google Sheet, tu vois? Enfin, Mmh. je pense que c'est déjà franchement, si tu maîtrises déjà ça vraiment bien sur tous les fronts, bon, je pense que c'est cool, tu vois? Enfin, Ouais. Mais c'est hyper intéressant, tu vois? Justement, nous, avec, le gros event, on essaye aussi de montrer que, bah, justement, c'est pas que des hacks, quoi, et que ça repose aussi beaucoup, justement, sur des vraies stratégies de croissance pérennes ouais, et c'est un petit peu, ouais. tu allais aussi un petit peu dans ce sens-là, ouais. Ton hack, c'est ni plus ni moins soit c'est des stratégies du début, parce que Ouais. du coup, c'est artisanal et dans ces cas-là, tu vas aller chercher avec ton hack tes 10, 20, 200, 500 premiers leads, Mmh. j'en sais rien et OK, fair enough. Ou alors, c'est des comment dire? C'est des échafaudages. C'est ni plus ni moins qu'un échafaudage, c'est tu vas mettre des bouts de bois pour essayer de construire un truc. Tu vois si le bout de bois il tombe, il marche, si tu arrives à monter, si tu vois que ça c'est solide, bah, dans Ouais. ces cas, tu remplaces, les bouts de bois par un truc, un peu plus solide. Mais dans ces cas, ça veut dire que Ouais. ton hack, il se transforme en un vrai canal, Ouais, ouais. tu l'industrialises, tu Mmh. vois, ça sera peut-être pas un scrapper, mais ça va être, un truc un peu mieux foutu, mieux codé, avec Mmh. un vrai produit derrière. Tu vois, le hack, c'est jamais un hack. Enfin, le hack, Mmh. c'est temporaire par définition. Ouais, ouais. Enfin et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le gros, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au gros event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes gros event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail, et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.